que vous m'entendez bien? Oui. C'est très bien, merci. C'était un test. What's crazy is like
It's already live, by the way. No, well, I'm not on the network here. I'm on my own network, just down in the pocket, right? Oui, j'ai autosuffisant totalement. Fait que le réseau, c'est un routeur cellulaire sur les ondes. C'est l'équivalent d'un téléphone cellulaire. If I wanted to, I could use my cell phone as a hotspot and connect the camera right to it. Can I get that information at one point from you? Yeah, sure. You can find it. I got it. There will be other uses here. All you need is a Ustream ready camera. Actually, the camera is live right now on the internet. All you need is a Ustream ready. There are two models right now on the market. There's this one and this is usually my phone. This is what I come upload as. See, this is like $250. That's over 1,000. But actually, you really don't need this. You need the cell phone that has internet data. It's going to make a oui, ça me coûte. C'est parce que j'utilise beaucoup de data. Là. Je ne fais pas juste des petites conférences. Je fais des ce qui est uniquement sur YouTube. C'est environ 500 gigs à l'heure. Donc, c'est calculé ici à travers un moyen chez 21 gigs, c'est 125 oui, après, mais encore tout ça, j'ai encore mieux que ça. Je pensais plus à la main pour j'ai exactement le ratio cellulaire et caméra. Je le fais parce que c'est moi je me pose la question. Bonjour et bienvenue sur 99media.org en direct ce matin. Nous sommes au mois de la photo à Montréal où nous allons assister à une conférence de presse qui devrait débuter dans les prochaines minutes. So hello everyone and welcome live on 99media.org. This morning is going to be a press conference for the Photography Month in Montreal and it should start in a few minutes.
It's very Or maybe, no, maybe it was there's something like everything is so calculated and but at the same time it looks effortless in his work and I think with John like this trash is plus it was art. I think that would be a good it doesn't, you know what I mean? Maybe too slow. How much prepared Right now, so anything we say can be caught right on my straight live. That's my people that watch live stream normally are used to a lot worse. Normally, I stream prep from protest and I swear and emotions go by. This was the room, so I'm photographing into the mirror so that you see kind of like the dynamic areas. So, and because it's his work, we really need to experience these installations, especially because there are so many different perspectives and things that open up to shift slightly, like from one position. So I think for that piece alone, it's probably worth checking out.
Toujours en attente du début de la conférence de presse du mois de la photo à Montréal sur les ondes de 99media.org. We are still awaiting the start of the press conference for Photography Month in Montreal on 99media.org.
Bonjour tout le monde. On va commencer. Bonjour à tous. Bonjour d'être ici parmi nous aujourd'hui pour la conférence de presse du mois de la photo à Montréal, sa 14e édition, qui se déroulera du 10 septembre au 11 octobre. Nous avons parmi nous quelques-uns des artistes qui présentent à la Biennale. Il y a Dominique Blain qui est ici dans cette salle et aussi ici son œuvre qui est présentée ici au Parisian Laundry. Nous avons aussi Roberto Pellegrini qui aussi est dans la salle et dans la salle derrière vous. Il y a Patricia Piccinini qui vient d'Australie et son œuvre est à la galerie UQAM. On a Andreas Rutkauskas qui est ici dans la salle, mais dans une autre salle, Maison de la Culture de Frontenac. Et on a Dominique Sirois qui est ici avec nous et qui est à la galerie Clark. Donc je vous remercie de venir ici à la... Oh, pardon, Isabelle Lemine, bien sûr, qui vient de la France. Paris, non pas Paris, de la France, et qui est présentée à la galerie SBC. Donc merci beaucoup d'être ici avec nous, de nous joindre, et merci à vous tous aussi d'être ici parmi nous. Nous proposons cette année une biennale stimulante et à la fine pointe de la recherche. Nous présentons des artistes talentueux et des conférenciers experts, ainsi que des expositions, des événements et des activités nombreux et passionnants. Le mois de la photo à Montréal will transform Parisian Laundry into our headquarters, where we will present 8 of the 29 Canadian and international artists of the Biennale. This venue will be the center stage for many events such as a preview gala, the artist talks, workshops and guided tours. Au programme, 29 artistes provenant de 11 pays, présentant leurs œuvres dans 16 lieux d'exposition indispensables au succès de la Biennale. Ce sont des musées, des galeries, des maisons de la culture. We're presenting an exceptional program on a very current theme that touches all of us in one way or another. 8 artistes ont créé des œuvres conçues spécifiquement pour cette édition, dont plusieurs ici au Parisian Laundry, incluant Roberto Pellegrini et Dominique Blain. Et plusieurs œuvres font leur première mondiale ici à Montréal, dont Hans Eichhorn qui est ici, présenté ici dans cette salle. Nous avons aussi un grand nombre d'œuvres d'artistes qui n'ont jamais eu une exposition ni au Canada, ni en Amérique du Nord. Donc, nous sommes très fiers de les accueillir ici à Montréal. And we're very excited to present these established and emerging artists who have never had a solo show in Canada or depending on who it is, North America. We have many events surrounding the exhibitions throughout the month. And I won't go into detail for each one of them, but you will find the information in our program, which I think you all have a copy of, and you can find in the exhibition spaces, you can find on our website, and you can find distributed throughout the city. So take advantage, look through it. Sorry.
I will mention quickly, however, that nous avons à l'UQAM Patricia Piccinini qui parle avec Joanne Foncuberta et Ariane Lebois. Nous avons le 11 septembre aussi à la galerie Leonard Libina Ellen, Sean Snyder, qui est en ville. Pas ici? Non, pas ici. On a aussi les ateliers workshops de Leandro Berra qui aura une série de workshops et d'ateliers où il présentera son travail, son œuvre qui est comme une collaboration avec un invité et il crée une œuvre à partir de ces workshops. Donc chaque workshop crée, le final c'est une œuvre d'art qui sort de ça. Ça sera pendant plusieurs semaines et ça serait l'atelier circulaire. Vous avez plus d'informations encore dans votre programme. Il y a les nouveaux prédateurs, the new predators, Joanne Foncuberta qui s'assied avec Joachim Schmidt et Isabelle Lemine en discussion au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Et il y a à la galerie Joyce Arruda, Paul Wong qui va parler de son œuvre. Ça, c'est le 15 septembre. Dina Kelberman à Studio XX en collaboration avec Clark. Gregory Chatonsky, Dominique Sirois et Dina Kelberman au Centre Clark. Laïa Abril ici, en collaboration avec VU, Centre de diffusion et de production de la photographie, et Laïa Abril aussi à Québec, aussi à VU en collaboration avec VU à Québec. Ça c'est le 22 septembre à Québec et le 24 septembre à Montréal. Dominique Blin et Corinna Illia parlent de l'œuvre de Dominique ici à Parisian Laundry. Et il y a le colloque, la conférence, à partir d'aujourd'hui, Reconsidering Post-Photography, qui dure 3 jours, du 1er au 3 octobre. And we're thrilled to be collaborating with Concordia University and Université du Québec à Montréal to produce an ambitious and important conference on the state of the image today. We have invited 3 keynotes and 9 speakers. Les conférenciers d'honneur et les conférenciers sont d'ici et d'ailleurs et ils élaborent sur le thème de la condition post-photographique qui est le thème de notre événement cette année. Les séances seront en anglais et en français et se tiendront à Concordia et au Centre canadien d'architecture. Vous pouvez trouver beaucoup plus d'informations dans le programme, sur notre site web. On vous encourage aussi fortement de s'inscrire à l'avance pour ce programme-là. L'entrée est gratuite. De plus, il y a le gala avant-première demain soir. J'espère que vous pourrez être avec nous, parmi nous, pour ce grand événement. On est très, très contents d'avoir le début vraiment des festivités, le début de l'ouverture de la Biennale, très officiellement, ça serait demain. Et ça, c'est d'un côté plus privé, disons. C'est le preview. Et ensuite, il y a bien sûr le vernissage, le grand vernissage, le premier, qui sera ici aussi au Parisian Laundry, jeudi soir à 6h30. Donc, we're very excited about this event. We're very excited to work with Joanne Foncuberta. We're very excited to be working with all the artists that we have with us. The speakers, the writers, the partners, our exhibition partners who without them we can't do this. So we hope that you will all come en grand
nous avons aussi le 11 septembre et le 12 septembre tous les vernissages de tous les lieux, un après l'autre. C'est un marathon qui est très sympa, un marathon que j'ai fait 1000 fois et que j'ai toujours aimé faire. Et j'espère que vous pourrez aussi nous joindre. On a, je pense, 5 ouvertures le vendredi et 9 ouvertures le samedi. Donc, we look forward to have you and see you there. Et on a le 6 octobre le prix Dazibao. À Dazibao, on présentera la gagnante de l'année dernière, ou bien plutôt la biennale, la dernière biennale, qui est Susie Lake. On aura un documentaire aussi, on va présenter un documentaire de son travail et on annoncera la personne qui a eu le prix cette année pour le Dazibao Prize cette année. Ça c'est le 6 octobre à Dazibao. Et le 8 octobre c'est Party Night, la nuit MPM. On aura DJ, musique, un peu de quelque chose à boire aussi. On s'amuse, on se défoule. Voilà. Ensuite, il y a bien sûr la publication. Ça, c'est une publication qu'on fait chaque édition. Cette année, on a des CC de Joanne Foncuberta qui élabore sur cette thématique, qui parle de son travail, sa pensée. Il va en parler un peu plus dans quelques minutes. Et en plus de ça, nous avons invité 4 autres auteurs, Derek de Kerkhove, Suzanne Paquet, Fred Richin et David Thomas, qui tous élaborent sur la thématique, la condition post-photographique. Nous aurons à la fin de l'événement the launch, pardon, le mot n'est pas sorti en français, the launch of the publication at the end of the event. So now I'd like to introduce Joanne Foncuberta, who will elaborate on the exhibition programs and on the artists who are part of this year's thrilling edition. Thank you. Good morning, bonjour, bon dia. Ça, c'est la façon catalane de dire que je suis très content d'être parmi vous et de vous présenter quelques idées. Pas toutes, parce que le programme est assez riche. Il y a 29 artistes, 26 projets, et ça, c'est dur d'essayer de concentrer, ça ne ferait pas justice aux nuances de chaque travail de création. Je vais parler de l'ensemble de ces concepts nouveaux, je dirais un peu provocatifs, la post-photographie, mais je ne peux pas d'une façon en détail parler de tous les artistes, alors je pris comme critère parler seulement des artistes présents, pas maintenant, mais des artistes qui viendront pendant la semaine, pendant les mois, qui seront parmi nous et pourtant auront la possibilité d'un partage personnel avec les visiteurs. Ça n'implique pas dire que les autres n'ont pas d'importance dans les programmes, toutes sont très importantes, c'est comme le père et la mère qui aiment tous les enfants pareil. Mais au moment qu'il y a des enfants présents, bien sûr, il faut les flatter d'une façon particulière. Okay? Bon, alors, pour parler de la condition photographique, il faut se référer à plein de concepts nouveaux, des concepts en transformation. Et on essaye de traiter ces sortes d'idées dans notre publication, dans les textes que vous allez trouver dans les expos, dans les synopsis
pour les projets de chaque artiste. Mais je vais vous donner quelques pistes, quelques disons, concepts clés qui constituent peut-être les noyaux intellectuels de ce qu'on comprend, ce qu'on pourrait définir pour post-photographie. D'un côté, par exemple, et je ne vais pas me référer en détail parce que ça va nous amener à beaucoup d'explications, mais je pense que tout simplement les mots vont réveiller beaucoup de suggérences, à nourrir votre esprit avec plein d'idées sur les contenus de ce qu'on essaye d'aborder. La pulsion est scopique, c'est-à-dire cette énergie du regard, ce plaisir à regarder, qui nous amène à un voyeurisme universel. Aujourd'hui, on a tellement de plaisir à regarder, l'image est partout. Et ça nous amène à notre concept, à une saturation iconique. Nous sommes saturés, sursaturés d'images. Et les images deviennent ubiqueuses. Il y a l'ubiquité de l'image. Et cette ubiquité nous amène à son tour à une hypervisibilité et à des utopies de transparence. Il y a des appareils de surveillance partout. Et alors, ça nous fait penser à l'idée de Big Brother. Mais pas Big Brother. Aujourd'hui, ça serait Big Data. On arrive pourtant à un nouveau concept dans l'histoire de la photographie. Si Cartier-Bresson nous proposait l'instant décisif, aujourd'hui, nous sommes dans l'instant non décisif, l'instant banal. On photographie partout, même s'il ne s'agit pas d'un moment historique, même s'il ne s'agit pas d'un moment solemne. Et il y a plein de changements dans l'histoire de la photographie. Il y a eu les paparazzi. Aujourd'hui, il y a les hackers. Par conséquence, les hackerazzi. C'est-à-dire qu'il y a un transfert de paparazzi au hackerazzi. On habite l'écran. Il y a une vie, notre vie à l'intérieur de l'écran et notre vie à l'extérieur de l'écran. Et il faut choisir parfois où nous voulons nous placer. On fait la construction de nos identités sur mesure. Chacun peut créer sa propre masque. Et à partir d'ici, il y a une dissolution de la privacité. C'est-à-dire, l'intimité devient extimité. Nous appartenons aujourd'hui à une communauté virtuelle dont les partages est notre idée principale. Et ça, cette idée de partage implique aussi partager la subjectivité, partager la créativité, et ça nous amène à un nouveau statut d'auteur. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui l'auteur? L'auteur versus l'usager, l'auteur versus l'amateur. Il y a une esthétique différente, l'esthétique d'accéder à tous les contenus d'une façon immédiate. Et cette esthétique d'accès nous amène à une esthétique d'excès. Il y a un excès d'images, il y a une épidémie d'images, il y a la boulimie des images. Et alors, si la création ne consiste plus à fabriquer des êtres, il doit consister à la prescription des sens. Ça est plus ou moins expliqué avec les auteurs, les artistes qu'on présente. Mais j'aimerais finir avec deux idées, à mon avis, assez clés. C'est que nous assistons à un moment historique où la photographie, qui a été reconnue comme un art et un média, moyen de communiquer, moyen d'expression, etc., qui a été reconnue comme une écriture, l'écriture de la lumière, aujourd'hui devient aussi un langage. Il était déjà un langage, mais ce n'était pas un langage utilisé par tout le monde. C'était un langage utilisé par des spécialistes, par une élite. Aujourd'hui, ça appartient à un répertoire, un patrimoine de toute l'humanité globale, mondiale. Alors je pense que ça, cet accès à l'universalité nous amène une nouvelle étape, pas seulement dans l'histoire de l'image, de l'art visuel, de la photographie, mais de la culture et de la conscience. Et la deuxième proposition,
c'est que aussi on est dans le transit d'une étape d'idolâtrie à une étape d'iconocratie. C'est-à-dire, on superpose l'iconocratie à une idolâtrie qui persiste. L'idolâtrie serait la soumission de la valeur symbolique des images. Mais maintenant, nous ajoutons un modèle de gouvernance dont le pouvoir fait une mise en valeur de son imaginaire par moyen de la photographie. L'iconocratie a socialisé la culture visuelle, mais peut-être au détriment de la banaliser et de la soumettre aux lois de la consommation. Et alors il faut se demander, est-ce que cette hypervisibilité a-t-elle favorisé la transparence ou par contre elle nous mène à une cécité? Allons-nous vers une culture plus démocratique? Allons-nous vers une nouvelle créativité? Ou par contre elle nous laisse tomber dans la médiocrité? Toutes ces sortes de questions sont, je pense, traitées dans les travaux qu'on va présenter dans notre programme. Ce programme est, pour des effets, si vous voulez, pratiques, on l'a préparé dans 3 volets, 3 catégories. Un nouveau ordre visuel, c'est-à-dire c'est quoi aujourd'hui les statuts de l'image. Alors il y a des artistes qui nous donnent des réponses. Par exemple, Owen Kitt, au Musée des Beaux-Arts, qui travaille sur l'idée de les rapports, disons les mariages entre l'image statique et l'image en mouvement, qu'aujourd'hui se donne si facilement avec les nouvelles appareils photographiques. C'est-à-dire, c'est quoi une photo, c'est quoi une vidéo. Alors, avec sa série Rational Photographs, Owen Kitt donne à voir ce passage subtil entre l'image en mouvement et l'image statique. Parce qu'elle cherche ce qu'on pourrait décrire comme l'écriture zéro de l'image en mouvement. C'est-à-dire la problématique de la durée, avec une paradoxe finale, parce que il s'intéresse aux natures mortes, avec des petits enregistrements de mouvements, il retourne à la vie, la mort de ces natures. Roberto Pellegrinuzzi, qui est présent ici, comme Katia a mentionné, avec sa pièce En arrière debout, une pièce qui se présente pour la première fois et qui touche à ce qu'on pourrait considérer le métabolisme des images, c'est-à-dire la vie des images. Roberto s'est rendu compte que les senseurs des appareils photo n'ont pas une durée éternelle, mais qu'après un certain nombre, beaucoup, presque infini, mais limité, de clics, ils vont s'épuiser et rendre inutilisables. Pendant une année, il a photographié jusqu'à un total de 75 000 images, c'est-à-dire si vous faites l'opération mathématique, ça donne des milliers de photos par jour, pour arriver à configurer ces sortes de nuages où on peut pénétrer, on peut transiter à l'intérieur et qui nous donnent l'enregistrement de tous ces moments de mémoire. Et alors, ça a des références à cette idée de cloud computing, mais aussi c'est l'illustration à l'image de ce qui serait l'intérieur de notre cerveau, avec les synapses, avec les rapports entre une expérience visuelle et la suivante. Dieter Kelberman, qui est présenté au Centre Clark, avec son projet Google, c'est l'idée de flux, de cascade d'images. Dans tous ces artistes, l'image n'est pas quelque chose d'autonome, n'est pas une pièce qui peut s'exprimer toute seule. Il manque une certaine collection, une certaine accumulation. Mais parfois, c'est le rapport entre les images, parfois la façon de classer les images, parfois la façon de présenter les images, comme dans le cas de Kelberman, comme une sorte de cascade, de séquences d'images qui s'associent pour disons, connexions morphologiques, la couleur, la géométrie, les volumes, la texture, etc.
Un autre projet, Paul Wong, à la galerie Joyce Yokoda, avec plusieurs installations, où aussi il travaille avec un mélange d'images recyclées et d'images faites par lui-même avec le téléphone intelligent, en montrant parfois l'absurdité, les chaos, la chance avec laquelle les images se mélangent en composant une sorte de rétroalimentation. Dans l'espace public en face du métro Saint-Laurent, il présente aussi une projection d'une autre pièce dans les mêmes principes une kaléidoscopique, comme un flipbook d'images qui suggère les mouvements, qui suggère la diversité, la richesse qu'on retrouve dans la culture numérique. Joachim Schmidt, en l'occurrence, présente la série Other People's Photographs, une collection de 96 livres auto-édités où il classe toutes sortes d'images à partir des critères absurdes et parfois bouleversants. Par exemple, pizzas, airplane food, ou big fish, comme ce que vous voyez. C'est-à-dire qu'il fait de catégories visuelles, iconiques, à partir des images qu'il trouve dans plusieurs lieux de partage. Et avec ça, il y a bien sûr une critique aux façons de construire une historiographie de la photographie, ainsi que les modèles sur lesquels les musées et les institutions ont canonisé l'esthétique photographique. Dans notre prochain volet, réalité reloadée, avec une référence bien sûr au film Matrix, on trouve des autres photographes, par exemple Andreas Rutkauskas, encore ici présent parmi nous, dans le Centre culturel Frontenac, qui présente la série de diptyques Virtual Leader. Dans cette série, Andreas semble nous dire qu'à l'âge de Google Earth, quand toutes les planètes ont été cartographiées, il n'y a plus de place pour l'exploration. Et l'exploration doit peut-être se faire à distance, face à côté de l'écran de l'ordinateur. Alors son travail consiste à localiser des endroits, par exemple dans les Rocheuses, et prendre des captures d'écran et tout de suite aller exactement au même endroit et faire une image avec sa chambre. De cette façon, on peut constater ce parallélisme entre l'expérience de la réalité faite à travers des outils, disons, post-photographiques et l'image obtenue par des moyens analogiques. Et comme, disons, conclusion, on pourrait dire qu'aujourd'hui, l'expérience de la nature n'a plus besoin d'une implication directe, d'être sur place. C'est l'écran, c'est l'image qui, comme Platon nous avait déjà dit il y a plus de 2000 ans, c'est l'ombre de la réalité qui nous permet cette connaissance. Andreas aussi a fait une installation sur les fenêtres, les vitraux des centres Frontenac, avec une image qui change sa configuration virtuelle réelle à partir de la perspective, c'est-à-dire dans l'intérieur, c'est une image générée par l'ordinateur et les images satellitales, les caméras satellitales. De l'autre côté, c'est la photographie faite par lui-même sur place. Miss Pixels, qui partage l'espace avec Andreas au Centre culturel Frontenac, et qui est ici, qui vient d'arriver, s'il vous plaît. Isabelle Gagné, qui signe comme Miss Pixels, s'intéresse à ce qu'on pourrait considérer les doutes, les incertitudes qui fait passer la pensée contemporaine sur la notion du paysage, réduite souvent à la perception esthétique du territoire. Le paysage peut être considéré comme l'expression d'un lieu, le lieu, un espace habité, un espace devenu culture,
et un espace dont c'est approprié de la conscience. Alors aujourd'hui, comment affronter, à partir de cette crise du paysage, comment affronter une représentation du territoire. Alors elle joue avec des effets de transformation, de traduction, comment les codes informatiques sont capables d'être décodés avec un software, un programme ou un autre, en donnant des résultats complètement différents. Et dans une série particulière qui est présentée pour la première fois, il utilise le chercheur d'images de Google pour partir des paysages du 17 régions administratives du Québec et trouver, en faisant des collages très disloqués, des alternatives des endroits qui les rassemblent dans le monde entier, mais qui ne sont plus à Québec. Jacques Pougin, au Centre Phi, nous présente la série Les Cavaliers du Diable. Jacques est un photographe qui a beaucoup travaillé la nature et dans ces cas, c'est la première fois qu'il utilise Google Earth pour un projet de création. La raison est simple, il s'intéressait à la guerre civile de Darfour quand les pays demeuraient très difficiles d'accès pour les journalistes. Cependant, les appareils photo, les caméras des satellites ont déjà documenté les ravages commis par les miliciens Janjaweeds, c'est-à-dire les cavaliers du diable, et les villages, les populations calcinées ont laissé une empreinte indélébile. Alors, pour mettre en évidence les vestiges de cette barbarie, Pougin a choisi quelques-unes de ces captures d'écran et a inversé les tonalités, c'est-à-dire qu'il a présenté en négatif l'image qu'il voyait sur l'écran. Et bien sûr, cette idée de négatif indique pas seulement un choix esthétique, mais un choix rhétorique, c'est-à-dire son point de vue sur les massacres. Au musée McCord, Serge-Antoine Blais-Métivier et Serge-Olivier Rondeau, des artistes montréalais qui signent comme After Facebook, parce qu'ils travaillent d'habitude avec l'imaginaire, les éléments de Facebook, présentent l'installation In Loving Memory pour la première fois. Une installation qui analyse le deuil et la mort dans les réseaux sociaux. L'installation, à partir de serveurs puissants qui imitent les tombeaux dans les cimetières, montre plein d'images de Facebook, de pages commémoratives comme des salons funéraires virtuels. Vous savez que Facebook ne permet pas de fermer un compte. Par contre, pourtant, toutes nos données personnelles restent d'une façon éternelle disponibles. C'est-à-dire qu'on pourrait considérer que ça nous amène à une certaine idée d'immortalité, une mortalité virtuelle. Et alors, comment réagir à toutes ces nouvelles situations que la technologie numérique, Internet, etc. nous amène. Ça, c'est peut-être une réponse. Comment représenter la mort, comment représenter la douleur pour la perte des autres, de nos aimés, etc., à partir des images tirées de Facebook. Sean Snyder, dans la Leonard Urbina Allen Gallery à l'Université Concordia, nous présente d'une façon très crue, très minimaliste, un essai sur la propagande visuelle, les techniques de persuasion faites avec les images, c'est-à-dire dans notre époque où un grand nombre d'images circulent et fascinent précisément parce que pour ce qu'elles ont de toxique et de répugnant. Snyder fait ce qu'on pourrait appeler au sens clinique comme une purge. Il purge les images. Il illustre cette idée de purge en exprimant la nature même de l'image. Il y a alors, par exemple, ici une pièce en senseur numérique, c'est-à-dire mostrant la surface presque abstraite d'un capteur numérique qui est un dispositif qui nous permet de voir
mais qui se cache à notre regard, qui n'est jamais être vu, nous donne une texture qu'on peut comprendre comme, dans une biologie de l'iconique, comme l'utérus dans lequel toutes les images sont créées. Alors, Schneider essaye de repasser critiquement par tous les éléments qui constituent la matière première de la communication visuelle, les pixels, les algorithmes, les supports magnétiques, les papiers, les lentilles, etc., pour arriver à comment toutes ces sortes d'éléments nous amènent à l'utilisation des images qui arrivent à formater nos esprits. Dominique Blin, qui est aussi présente en bas, dans les bunkers du Parisian Laundry, présente aussi une installation pour la première fois, Emergence, qui est une confrontation qui parle de foule en mouvement, de revendication sociale, politique, c'est-à-dire que c'est tout un parcours au XXe siècle où les images, disons, de la foule se contraposent à l'individualité de protagonistes, soit les leaders, soit des victimes, soit des participants, avec un travail très évocatif qui fait une mise en jeu de la mémoire et de l'autre côté de l'utilisation de l'archive comme une voie qui reste toujours disponible pour ceux qui sont capables d'écouter. Cette heure a du son, mais vous pouvez l'entendre en bas. Pour notre dernier volet, le troisième volet, revisiter les sujets, c'est-à-dire comment on peut aborder une définition de qu'est-ce que c'est les sujets aujourd'hui. On commence par exemple avec Laia Avril, qui est en haut, avec sa série Inspiration, qui porte un regard critique sur la situation pénible vécue par des communautés anorexiques, disons d'adolescentes, qui font de l'anorexie un style de vie. C'est un paradoxe parce que la construction de l'identité passe par la destruction du corps. Et alors, ces adolescents utilisent souvent les selfies comme moyen, comme dispositif pour s'encourager à suivre ces sortes de pathologies. Alors ici, c'est une installation très crue, très dure sur ces sortes de situations. Ce qui nous intéresse, c'est que Laia Avril, qui est une photographe documentaire, ne fait pas des photos directes à ces filles-là. Par contre, elle cherche les pages web ou les blogs personnels de ces filles qui ont téléchargé des images pour ces partages. Alors, elle préfère photographier l'écran avec la trame, avec la saleté, avec des éléments, parce que c'est une façon de montrer pas seulement les personnages, mais la masque, l'apparence avec laquelle le personnage se donne à voir. Un autre travail sur la construction du personnage, la construction de l'identité, est amené par Isabelle Lemine, aussi présente parmi nous, à la SBC Galerie d'Art Contemporaine, dans le Belgo. Le travail d'Isabelle Lemine c'est toujours une référence ironique sur l'histoire de l'art, l'histoire de l'image, s'inspire toujours à des artistes précédents ou des mouvements historiques dans l'art. Ici, il fait une sorte d'hommage à quelques figures. Bertillon, qui a été l'inventeur des cadres synoptiques au XIXe siècle avec l'eugénésie, c'est-à-dire la technique criminaliste pour arriver à composer des visages, par exemple, des criminels ou personnes recherchées, à partir des atlas physionomiques, c'est-à-dire des atlas des éléments de la physionomie, de bouche, de nez, de cils, des oreilles, etc., qu'après on était capable de combiner. Bon, alors,
Dans son cas, Isabelle Lemine va chercher des caractéristiques optiques, mais à partir justement de morceaux de visage qu'il trouve à Facebook. Mais aussi, il y a des références à Yves Klein avec les empreintes, les empreintes des corps sur les tableaux. Il y a des références à François Moreiller, un artiste français qui travaille dans l'abstraction en faisant des tableaux qui rassemblent les Q-codes, où il y a des références à Rice, qui était un criminologiste suisse, qui avait inventé un système de transmission des données par télégraphe pour arriver à la description des visages d'une façon qui anticipe les codes binaires de l'informatique. Un autre travail, un dialogue avec Isabelle Lemine et l'idée de Leandro Berra, présentée à l'atelier Sincolaire, où il utilise un logiciel Faces, utilisé par la police dans plusieurs pays, pour reconstruire d'une façon automatisée des visages. C'est-à-dire que si Bertillon faisait ça, disons, à la main, de façon artisanale, aujourd'hui on fait ça d'une façon informatisée et pourtant beaucoup plus complexe. Le travail de Berra consiste à demander à un participant, c'est-à-dire quelqu'un qui va jouer avec lui, de reconstruire son visage, mais d'une façon que les participants n'ont pas un miroir ou n'ont pas une photographie qui peut servir de référence. C'est-à-dire qu'il doit reconstruire un visage, son visage, à partir de la nuit. Et ça, c'est vraiment difficile parce qu'on se rend compte que la somme de fragments est toujours beaucoup moins que la totalité. Et alors ici, il y a comme des implications, des questions psychologiques, philosophiques sur l'identité, sur l'apparence, etc., sur les désirs. Voilà. On continue avec Grégory Tchatonsky, Dominique Blain. Dominique est aussi parmi nous, qui présente... Sirois, excuse-moi. Excuse. Et Dominique Sirois, qui est présenté au Centre Clark et qui présente un travail très pointu sur l'image onirique et sur l'idée que finalement les images créées dans notre cerveau ont beaucoup de proximité avec les images numériques. Ils ont travaillé à partir d'une banque de rêves existante à l'Université de Californie, où les gens envoient de narrations, de descriptions de rêves pour des études psychologiques. Alors, ils ont choisi quelques mots, enfin, l'artiste est là et après pourra faire une explication beaucoup plus précise si vous êtes intéressé, mais ils ont trouvé quelques mots-clés à partir duquel ils ont cherché à Google des images pour reconstruire des narratifs visuels qui rend un certain parallélisme avec ces sortes de rêves, disons, average, non, moyenne. Je ne sais pas si c'est très bien expliqué, mais après tu peux ajouter. Et on va finir avec Patricia Piccinini à la galerie de l'UQAM, qui, entre la fiction et l'hyperréalisme, elle s'interroge sur le futur de l'humanité, une question qui a été souvent soulevée par la science-fiction et la philosophie, avec des propositions parfois apocalyptiques. Dans l'imaginaire de Patricia, on retrouve l'hybridation, les mutations, les monstres, l'imaginaire, la mythologie, etc. Mais ici, elle nous amène à toute une réflexion sur qu'est-ce que c'est aujourd'hui la condition humaine, dans ces moments de convergence avec la technologie, dans ces idées sur le post-humanisme, qu'est-ce qu'il reste d'humain parmi nous, qu'est-ce que c'est encore la nature face à l'artificialité de la technologie, etc. Enfin, c'est une exposition très évocative sur la biotechnologie, la possibilité d'intervenir dans les designs, de la vie, etc. Et bon, ça c'est un choix d'exposition, pas tous les programmes, mais que je crois que donne
une certaine aperçu assez complet de c'est quoi les messages qu'on essaye de passer. Enfin, la post-photographie n'est pas un style, n'est pas un mouvement historique, et une attitude, et un détournement d'une culture visuelle. Et pour moi, c'est un concept qui va nous intéresser parce que met l'accent sur les nouveaux rapports entre les images et nous. Et pourtant, c'est un instrument pour reconsidérer qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la société et quel sera notre avenir. Voilà, merci beaucoup. Merci, Joanne. J'aimerais juste remercier tous nos partenaires, subventionneurs, sans qui nous ne pourrons vraiment pas produire une biennale de cette échelle-ci. Et aussi de remercier tous nos partenaires d'exposition, tous nos partenaires avec qui on fait des échanges, nos partenaires médias et puis nos partenaires culturels en général. Est-ce que l'image est permis? Qui, sans eux, on ne pourrait pas faire cette biennale à l'échelle où on le fait. Et avec qui on est très fiers de travailler avec. Donc je vous remercie tous. Il y a des artistes qui sont ici dans la salle. Vous pouvez, si vous êtes intéressés à leur faire des entrevues avec eux, ils sont disponibles. Vous pouvez aussi consulter notre site web et notre programme pour explorer tout le programme, la programmation qui inclut ce que font nos partenaires dans leur lieu. Vous pouvez aussi explorer nos plateformes médias, partager vos expériences du mois de la photo à Montréal sur vos plateformes. And I encourage you to visit our website and consult our program and explore our social network pages. Share your experiences of le mois de la photo à Montréal in all our different spaces, 16 locations, with your friends and your family. Et merci à tous d'avoir partagé ce moment avec nous. Je vous souhaite une très bonne visite de cette biennale, de nos programmes, de nos expositions, de nos activités et événements. Merci d'être ici avec nous et j'espère vous voir beaucoup et souvent pendant le prochain mois au minimum. Merci. On peut poser des questions ou... Vous avez des questions? Oui. Moi, j'aurais une question pour vous, M. Fontcuberta. Vous avez fini sur l'idée que la condition post-photographique n'est pas un concept historique, c'est pas un moment historique, et en même temps, c'est une précision que je vous demande, et en même temps, j'ai l'impression que concrètement, dans les exemples que vous nous donnez, il y a en même temps, dans plusieurs des projets que vous nous montrez, un lien avec de nouvelles technologies. Donc, excusez-moi, j'aurais besoin d'une précision là-dessus. À la fois, j'ai le sentiment que vous nous montrez comme s'il y avait eu, grâce à Internet, au téléphone qu'on peut avoir partout, caméras qui sont placées partout, un changement du paradigme de la photo, de l'idée de photo, et en même temps, vous avez fini sur ce point, pourriez-vous peut-être le préciser, que ça traverserait peut-être l'histoire sans qu'il y ait de lien avec la technologie. Excusez-moi, je vous ai mal compris peut-être à la fin. Non. C'est évident que la technologie arrive à formater notre culture, notre conscience, arrive à formater disons, la société. Mais ici, je crois qu'il n'y a pas un intérêt à faire l'accent sur la technologie, non sur l'esthétique, plutôt sur l'anthropologie. C'est-à-dire, je pense qu'il faut parler de nouveaux usages de l'image, de la photographie, et alors c'est une dimension plutôt ethnographique que je propose. Quand je dis que la post-photographie ne se présente comme un mouvement historique, je veux dire un mouvement historique dans l'histoire de l'art. Ce n'est pas, disons, le surréalisme, ce n'est pas l'expressionnisme abstrait, ce n'est pas l'art pop. Ce n'est pas un mouvement
qui est défini par des catégories avec un groupe d'artistes qui travaillent dans un ensemble, dans un répertoire stylistique pareil, dans un corpus, à l'intérieur d'un corpus défini. Non, je crois qu'on ne peut pas catégoriser les artistes qui sont dans ce domaine post-photographique. Même, je dirais, d'une façon plus radicale, que la plupart d'artistes que j'ai choisis, ils ne sont pas très à l'aise dans l'establishment de l'art et ils se considèrent plutôt, ou quelques-uns, des anti-artistes ou des méta-artistes parce qu'ils dépassent, disons, les systèmes de la création plus ou moins hégémoniques pour chercher des alternatives. Même, si vous me le permettez, dans un article que j'avais fait comme une boutade, comme un manifeste, je finissais en disant quelque chose comme ça. La photographie des amateurs est ennuyante, la photographie des artistes est pathétique, notre seul espoir est la post-photographie. Merci. Autre question? Alors, merci beaucoup. Vous êtes invités à visiter les expos. Ici, en bas et en haut, on a d'autres œuvres. Je pense qu'il y a peut-être une œuvre qui est en train d'être montée encore, mais le reste est plus ou moins monté, comme vous pouvez voir. Donc, vous êtes les bienvenus à circuler et à parler aux artistes qui sont là, à joindre ici, comme vous voulez. À moi. Ceci conclut donc la diffusion de la conférence de presse du mois de la photo à Montréal sur les ondes de 99media.org. Merci à tous d'avoir été des nôtres et veuillez rester à l'écoute du compte Twitter et ou Facebook de 99media.org afin de découvrir le moment de la prochaine web diffusion. Merci à tous et passez une excellente journée. So this concludes the press conference for Photography Month in Montreal on 99media.org. Please stay tuned to the 99media's Twitter or Facebook account to find out the moment of the next live stream. Thank you everybody and have a great day. Sur Internet, 99media.org. Il y a une carte? Non, ben je peux montrer. le montrer la bonne adresse exactement, 99 médias. Parfait. Et donc on peut accéder? On peut accéder, tous les courts-métrages de 99 médias sont là, toutes les photos, les vidéos. Il y a tous les reportages en direct. On est 3 personnes qui font de la web diffusion. Vous êtes un partenaire du mois de la photo là? Non, c'est un contrat. Ah ouais. Merci. Mais on Pratique fait comme vraiment ça. Merci beaucoup. Pas de